Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Ravi d'être avec vous pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Bon, un maximum d'informations qu'on va vous donner pendant 1 heure et pas que du football, non, cette semaine. Plusieurs disciplines sportives vont vous être proposées. On va tout de suite découvrir le sommaire complet de cette émission. Ce soir, dans NCI Sport, le président de la FIF, Idriss Diallo, s'est confié en ce début d'année. Le CHAN, la Ligue 1, l'avenir des Mers Faé, le patron du football ivoirien s'exprime dans l'entretien. Titulaire à Milan, remplaçant à Barcelone, Franck Kessié revient sur sa première partie de saison chez les Blaugrana. La Fédération ivoirienne d'athlétisme prépare la relève. Nous étions inside avec les athlètes et leurs encadreurs. Après avoir vaincu le cancer, Sébastien Haller est de retour. L'attaquant des éléphants va se livrer en exclusivité dans ce NCI Sport. Voilà un beau programme en perspective. Et pour en parler, 2 consultants de sport, oui, sont sur le plateau de NCI Sport. Bonsoir Patrick Guité. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Bon, consultant de sport, et non consultant sportif. Bon, même si vous êtes très sportif également, mais bon, consultant de sport, c'est la vraie appellation. Voilà. Bonsoir Nasser Eddy. Salut Tia. Comment allez-vous? Très bien. Oui. Heureux de retrouver les écrans après ce petit break après la Coupe du Monde. Absolument. Et j'imagine que les téléspectateurs sont super contents de vous retrouver aussi. Alors, messieurs, vous avez vu, grosse interview de Sébastien Haller qu'on aura tout à l'heure en direct dans cette émission. Et comme on aime gâter nos téléspectateurs, eh bien oui, on a un petit cadeau à vous faire pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre dans NCI Sport. Bon, c'est pas nous qui faisons le cadeau, c'est plutôt Sébastien Haller lui-même, puisqu'il a décidé d'offrir à l'un d'entre vous son maillot. Voilà, son maillot, le vrai maillot. Maillot dédicacé, non, c'est important de le préciser. Maillot dédicacé donc, de Sébastien Haller qu'on va vous permettre de gagner. Alors, c'est très, très simple. Il vous suffit de bien écouter tout ce qui va se dire au cours de cette émission. À la fin, on va vous poser une question sur le digital, donc sur la page Facebook de NCI. Et après tirage au sort, l'un d'entre vous sera invité à venir le récupérer lundi prochain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, bon, on a du pain sur la planche. Nouveauté dans cette émission, alors il y aura 2 gros blocs. Le premier bloc, ça se passe chez nous. Le deuxième bloc, ça se passe ailleurs. On y va pour ça se passe chez nous. Bonjour Yves Boris. Du 13 janvier au 4 février aura lieu le CHAN. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs avant leur départ pour la Tunisie? On leur a dit simplement qu'ils sont les meilleurs joueurs de notre championnat. Donc il n'y a pas mieux qu'eux. Et qu'ils ont la chance aujourd'hui de rentrer dans l'histoire de notre pays en faisant la meilleure compétition possible, c'est-à-dire en allant chercher le titre. L'objectif que vous leur avez assigné, c'est lequel? Remporter le titre? Oui, je leur ai demandé de ne pas se priver d'ambition. Vous savez, quand vous avez la chance de jouer ce type de compétition, ne vous privez pas d'ambition. Ayez les ambitions les plus élevées possibles. Donc l'ambition, pour moi, c'est d'aller jusqu'au bout de la compétition. Vous disiez tout à l'heure, vous avez mis tous les moyens à leur disposition. Est-ce qu'on peut avoir une idée de leur prime? Non. Je ne donne jamais les primes des joueurs. D'accord, Président. Pour la seconde phase de leur préparation, c'est la Tunisie qui a été choisie. Pourquoi le choix de ce pays? La Tunisie, parce que c'est un pays d'Afrique du Nord comme l'Algérie, parce que les températures à Tunis actuellement sont dans le même ordre que celles que nous allons avoir à Annaba. Il faut savoir que là-bas, c'est l'hiver. Les températures oscillent entre 6 et 20 degrés. C'est relativement froid. Ce n'est pas nos conditions de température habituelles. Donc, il fallait que l'équipe s'acclimate. Premier point. Deuxième point, là-bas, on avait plusieurs équipes qui sont en préparation. Ça nous permettait aussi de faire des matchs amicaux de qualité. Donc, avec tous ces paramètres-là, on a choisi la Tunisie pour pouvoir préparer la compétition. Récemment, il y a eu la Ligue professionnelle de football qui a fait le bilan mi-parcours de la Ligue 1. On note que la Ligue 1 a engendré plus d'1 million. Pourtant, pour l'organisation de cette compétition, c'est 83 millions que la FIF a dû débourser. On note qu'il y a un déficit, 82 millions. Quel commentaire vous faites? Le rôle premier de la fédération, ce n'est pas d'assister financièrement les clubs, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc au-delà de la subvention qu'on donne, on prend en charge tous les frais d'organisation.
Et les frais d'organisation sont des frais importants pour mettre les équipes dans les meilleures conditions. L'objectif aujourd'hui, c'est dès que possible de faire repartir l'ensemble des clubs dans leur région, parce qu'en région, il y aura plus d'engouement. Vous savez que quand on parle de public, par exemple, toutes les grandes équipes en Europe, ou même en Afrique du Nord, elles sont basées sur des espaces géographiques. Ça veut dire que c'est la ville ou le quartier. Donc, si vous allez à Arsenal, c'est un quartier de Londres. Si vous allez à Chelsea, c'est un quartier. Si vous allez à Madrid, les supporters de Real sont dans un quartier. Ceux de l'autre équipe de Madrid sont dans un autre quartier. Donc, les grandes équipes ont un ancrage local. Et c'est ce que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. Le président, dans un courrier émanant de la Fédération ivoirienne de football, nous apprenons que la direction exécutive va geler la tranche restante du paiement des subventions pour les clubs qui n'auraient pas de justificatif face à l'utilisation de leurs subventions. De quoi s'agit-il exactement? Éclairez un peu notre lanterne, s'il vous plaît. Non, vous vous souvenez qu'en début de saison, on a rencontré les clubs. On a rencontré les clubs pour leur expliquer un peu la vision. Et donc, on leur a expliqué que désormais, la subvention serait payée par dixième au mois. Et donc, on leur a présenté aussi la nomenclature des dépenses en 7 critères. Et on leur a demandé donc de faire en sorte de respecter les 7 critères. C'est ce qu'on a commencé en septembre et on a payé 4 tranches. Septembre, octobre, novembre, décembre. Au bout de 4 tranches, on a demandé maintenant d'avoir les justificatifs. C'est le deal qu'on a passé avec eux au départ. Donc il y a certains qui ont pu donner les justificatifs, d'autres n'ont pas encore donné. Donc ceux qui ont donné les justificatifs vont recevoir les subventions. Ceux qui n'ont pas donné, on leur a donné un délai complémentaire pour donner les justificatifs. Donc en réalité, c'est simplement une aide que nous apportons au club à l'organisation et à la gestion. Nous, en tant que fédération, on reçoit des fonds de la CAF et de la FIFA. C'est des fonds qui sont conditionnés par un certain nombre de procédures, de respect de ces procédures-là. Et c'est exactement la même chose. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la licence des clubs. Au niveau de la CAF, maintenant, ils vont exiger que les clubs aient un certain nombre de critères, dont les critères de gouvernance. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de préparer. Et bon, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques difficultés au départ, mais je suis convaincu que tous les clubs vont s'aligner. D'accord, Président. Il n'y a pas de polémique à avoir là. Dans un an, ce sera les Jeux Olympiques. C'était un objectif. Malheureusement, les U23 n'ont pas réussi à se qualifier pour cette compétition. Comment vous avez vécu cet échec? Très mal. Très mal. Je n'ai pas à vous cacher. Très mal. Parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. Malheureusement, on est arrivé, c'était juste là, devant nous, il fallait y aller, premièrement. Deuxièmement, ce n'était pas une date FIFA. Donc le fait de ne pas avoir de date FIFA, on n'a pas pu avoir tout le potentiel de U23 dont on aurait pu disposer à nos dispositions. Donc on a travaillé avec, je dirais, ce qu'on pouvait avoir sous la main. Et malheureusement, on s'est fait éliminer par l'équipe du Niger. Et j'ai vécu mal parce que j'avais vraiment beaucoup d'ambition pour cette sélection. Quel sera le sort du sélectionneur des U23, Faye Emers? Oh, mais Emers est dans un projet global. Les U23 faisaient partie d'une mission. Mais aujourd'hui, il est l'adjoint de Gassé, donc il va continuer à travailler, à apprendre. Président, merci. C'est moi. C'était donc le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, donc, qui a accepté de répondre aux questions d'Yves Boris et de toute la rédaction de NCI Sport. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on décortique un petit peu ce qu'il a dit. Déjà, sur le CHAN, puisque c'est la grosse actualité, avant même de parler de ce qu'il a dit, la Mauritanie donc, affrontait la Côte d'Ivoire un petit peu plus tôt dans la journée, en match amical. La Mauritanie a balayé les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants, oui, 3-0. Déjà un petit mot sur ce résultat. Prévisible ou pas? Non, prévisible, non. Je ne pense pas, même si c'est vrai que cette équipe de Mauritanie quand même est composée de beaucoup de joueurs qui participent ces dernières années à la Coupe d'Afrique des Nations en format réel. Donc, il y a cette homogénéité-là, il y a cette expérience-là dans cette équipe. Mais franchement, moi, j'attendais beaucoup mieux de nos éléphants. J'espère que c'est juste un accident de parcours en amical et qu'on est encore dans les phases de test et on attend le début de la compétition impatiemment. Alors, je rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est le 3e match amical. Le premier, c'était face à la Libye, 1-0. Donc, face à la Libye, 1-1 face au Cameroun. Et là, 3-0. Donc, on a visité un peu tous les résultats concernant donc, le sport, donc le football. Moi,
Est-ce que je suis inquiet par rapport à cette défaite? Oui, un peu quand même, parce qu'on est à quelques jours quand même du démarrage donc de la compétition. On ne part pas dans les bonnes conditions psychologiques tout simplement. Après donc cette défaite 3-0 face à la Mauritanie, moi j'espère que ça a servi à faire des réglages et que Charles Aïdara rectifiera le tir lors du premier match face au Sénégal. Oui, alors l'objectif fixé par le président de la Fédération, c'est quand même d'aller le plus loin possible dans cette compétition, dans ce championnat d'Afrique des Nations. Au vu maintenant de ce parcours, donc dans les éliminatoires, les matchs amicaux, est-ce que vous pensez que c'est un objectif réalisable? Mais c'est vague comme objectif, aller le plus loin possible. Bon. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Oui, c'est ça, exactement. Notre président a refusé de se mouiller. Mais bon, moi, je dirais que, honnêtement, quand je regarde les forces en présence, que ce soit en notre sein et même dans l'adversité en face, passer le premier tour déjà, on renoue là avec cette compétition. Passer le premier tour, ça sera déjà un bon cap et on pourra se projeter pour l'édition suivante pour espérer arriver un peu plus loin. Je suis complètement d'accord avec Nasser pour dire qu'avec l'effectif que nous avons, passer le premier tour, ça serait déjà un grand exploit. Et puis après, rêver d'aller un peu plus loin. Mais sinon, rêver de gagner cette compétition, non, pour l'instant, on n'est pas favori. C'est utopique, je pense, ouais. Bon, on verra bien. Il a également parlé de cette mesure prise par la Fédération, donc qui veut que les clubs apportent des justificatifs aux subventions déjà perçues avant d'être éligibles au deuxième versement, à la deuxième tranche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, déjà, il faut qu'on fasse des précisions sur la terminologie. Exactement. Où c'est une subvention, où ce sont les droits télé. Exactement. Je suis d'accord, je suis d'avis avec le président de la Fédération pour dire qu'il faut contrôler l'argent, l'utilisation de l'argent qu'on donne. Parce qu'on ne peut pas donner indéfiniment de l'argent sans savoir à quoi ça sert. Donc, les justificatifs, c'est bien. Mais il faut savoir que ce sont des droits télé. Et donc, ce sont des droits octroyés donc, au club parce qu'on utilise leur image. Vous avez une télé qui a les droits, donc qui utilise l'image de ces équipes-là, donc qui reversent de l'argent à ces équipes. Donc, ou bien c'est une subvention, et je suis d'accord qu'on fasse des rétentions, ou ce sont des droits télé, donc ce sont les images, c'est l'image de ces clubs-là qui sont utilisés, et donc qui sont vendus, achetés, et donc eux qui reçoivent des dividendes, tout simplement. Mais c'est très clair, parce que là, il y a un doute qui est semé dans notre esprit, parce que quand on entend le président Idriss Diallo, il a parlé de fonds alloués par la CAF et la FIFA, qui sert, enfin, c'est ce que j'ai compris c'est ce qu'il a dit en tout cas. ce qu'il a dit, qui servait à octroyer ces subventions de guillemets. Mais au départ, c'était des subventions. Je pense que ça a commencé en 2005 déjà sous l'ère du président Anoma. Ensuite, à partir de 2016, lorsque les diffuseurs ont commencé à injecter de l'argent à payer pour diffuser, notamment la chaîne cryptée internationale, c'est passé au fait de subventions à droit télé. Oui. Bon, il faut qu'on nous dise clairement qu'est-ce que c'est. Si c'est une subvention, c'est normal. Si c'est des droits télé, non. Ça revient de facto au club et il faut qu'on leur remette leur argent. Alors, dans l'entretien, Idriss Diallo a également annoncé le maintien des Mers Faé. Bonne ou mauvaise décision? Bonne décision si on continue à travailler avec le U23. Donc, si on a un programme de préparation, de regroupement. Ben, si c'est pour rester qu'adjoint ou deuxième adjoint même de Jean-Louis Gasset, moi, j'aurais préféré qu'on ne prenne pas cette décision. Non, je pense que c'est une bonne décision quand même, parce que ça aurait été un peu trop tôt. On ne lui a pas laissé encore le temps de pouvoir modeler cette équipe-là à sa façon. La compétition est arrivée très vite après sa nomination. Malheureusement, il s'en est fallu de peu, mais ce n'est pas passé. Je lui accorde encore personnellement du crédit et j'attends de voir devant. D'accord. Bon, en tout cas, on espère que ça va bien se passer pour ce CHAN, pour nos éléphants. Allez, on va poursuivre toujours dans Ça se passe chez nous. On y va avec le doc. Un doc consacré aux infrastructures de la CAN, initialement prévu du 23 juin au 23 juillet 2023. Eh bien, en Côte d'Ivoire, évidemment, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a été reportée à janvier-février 2024 pour des raisons climatiques. À un an du début de la compétition, où en est le pays hôte relativement aux infrastructures? Élément de réponse avec Antoine Mahan sur un montage de Marco Seri. Le
stade Félix Houphouët-Boigny est l'un des 6 stades retenus pour accueillir les matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, attribuée à la Côte d'Ivoire en septembre 2014. Alors que le tournoi débute dans 12 mois, l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la mythique enceinte sportive inquiète. Où en sommes-nous à 1 an du début de la compétition? Les usagers du boulevard lagunaire que de nombreuses questions triturent les ménages à la vue de l'édifice en cours de travaux se demandent si le Félicia sera prêt avant la grande messe du football africain. En réponse, le comité d'organisation de la CAN 2023 a donné des nouvelles rassurantes lors de son séminaire bilan des activités de l'année organisée du 15 au 17 décembre 2022 à Bouaké. Quand nous regardons ici notre planning et que nous regardons les délais d'exécution, sur Yamoussoukro par exemple, le délai d'exécution c'est en juin 2022. Korogo San Pedro c'est août 2022. Bouaké avril 2022. Et donc, vous voyez un peu que si nous arrivons à respecter ces délais d'exécution, nous allons peut-être avoir des levées des observations pendant les réceptions par corps d'État. Forcément, il y aura des observations que les entreprises vont s'atteler à lever ces observations-là. Et donc, nous avons jusqu'en octobre pour ces levées d'observation. Et donc, je pense que vraiment, si nous continuons à mettre la pression comme ça sur les entreprises, nous pensons qu'au mois de novembre, octobre-novembre, nous allons terminer avec remise des clés au ministère des Sports, qui va à son tour, au mois de décembre-janvier, j'espère en tout cas, faire cette remise-là, quand il va faire la remise des clés des stades à la CAF. Il ressort de cette réunion que le taux d'avancement des travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny est de 60%. Un chiffre qui représente les travaux des grosses œuvres, la pose de la charpente métallique, les mattes d'éclairage, des sièges sans oublier les voiries et réseaux divers. De plus, depuis le 17 décembre 2022, a débuté la pose du gazon synthétique hybride dans un stade qui se fera finalement de 29 000 places au lieu de 40 000 chaises comme annoncé. Une diminution de la capacité d'accueil décidée au dernier moment pour mettre le stade en conformité avec les normes de la FIFA. Qu'en est-il de l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des autres infrastructures sportives? Mariam Koné, directrice générale de l'Office national des sports, ONS, par ailleurs première vice-présidente de la commission infrastructure du COCAN 2023, toujours lors de cette réunion, a fait savoir que le taux est de 83%. Dans les détails, cela donne 81% pour le stade de Korogo, 82% pour celui de San Pedro et 99% pour celui de Yamoussoukro pour ce qui est des stades construits. Pour les réhabiliter, notamment ceux des BMP et Bouaké, les taux sont respectivement de 75% et 99%. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire est au travail pour relever le défi de la construction des infrastructures sportives. Des stades qui doivent être livrés à la CAF avant la fin du mois d'avril 2023, selon nos informations. Mais les chiffres relatifs au taux d'avancement de construction ou de réhabilitation des stades vont-ils rassurer la CAF ? Alors messieurs, on est à peu près 1 an du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et à 1 an, eh bien, il n'y a que le stade de Yamoussoukro qui a été livré. Est-ce que vous êtes inquiet? Ah ben ça vous laisse sans voix là, ma question. Je peux rebondir. Non, en fait, je veux dire que pour l'exécution des travaux, en tout cas pour la fin des travaux, moi je pense que la Côte d'Ivoire sera prête à accueillir la CAN par rapport aux infrastructures sportives. Moi j'en suis sûr parce qu'en novembre dernier, la CAF est arrivée, l'accord cadre a été signé, après donc une des visites d'inspection. Donc je pense que la CAF également a dû se dire avec l'évolution des travaux et que les choses allaient évoluer dans le bon sens. Mais maintenant, moi, mon inquiétude se trouve au niveau de la projection de nos différentes autorités. Parce qu'il y a beaucoup de dates qui nous ont été données. Ah oui. La dernière, c'était le 31 décembre 2022. C'était en mai dernier, lorsque le ministre
d'en haut visitait, je pense, le stade de Yamoussoukro, a indiqué que tous les stades seraient livrés au 31 décembre 2022. Nous sommes aujourd'hui au 10 janvier, c'est bien ça? 9 janvier. Au 9 janvier 2023, ce n'est pas encore livré. Donc, il faut un discours assez cohérent pour rassurer un tout petit peu tout le monde. Parce que à chaque fois qu'on nous annonce des dates, elles ne sont pas tenues, même si, je vous le redis, je suis certain que la Côte d'Ivoire sera prête à accueillir la CAN 2022. Alors, Nasser... 2023, pardon. Oui, 2023. Si on avait dû jouer en juin-juillet comme prévu, vous pensez qu'on aurait été prêt ou pas? Mais... Initialement, on devait organiser cette compétition en 2021. Et je me rappelle, lorsque la CAF a fait le jeu de chaises musicales avec l'Égypte, le Cameroun, c'était en 2018, c'est ça? En 2019, l'Égypte... On était à 2 doigts de saisir le TAS. Parce qu'on disait, oui, non, on sera prêt, on sera là en 2021, nous, on sera prêt, nous, on n'est pas le Cameroun et tout ça. Il a fallu que Vérone Mozengo vienne en Côte d'Ivoire, rencontre les autorités ivoiriennes pour que tout ça soit aplani. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on n'est pas encore prêt. Moi, je me pose beaucoup de questions et je me dis, franchement, il faut que les autorités compétentes, s'il le faut, diligentent un audit pour tirer au clair tout ça, parce que l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est que c'est fait avec beaucoup d'amateurisme, avec beaucoup de nonchalance. Personnellement, j'ai des entrées un peu à l'intérieur des entreprises et tout ça qui s'occupent de ces trucs. Et franchement, il y a beaucoup de choses pas normales qui se passent et qui se sont passées et qui ont conduit à ces reports successifs. Et ça donne une mauvaise image pour moi. Mais par exemple, le respect du cahier de charge en ce qui concerne les stades. Vous comprenez, j'étais dernièrement à Yamoussoukro pour assister à un match de foot. Il y avait une autorité de la fédération, que je ne vais pas citer, qui s'entretenait avec une autorité de l'ONS aussi. Et l'autorité de la fédération lui disait, mais mais le stade de Bouaké, vous auriez dû nous le donner pour le match des éléphants en septembre et tout ça. Il n'est même pas encore prêt alors qu'on était en octobre-novembre. Et elle a dit, oui, mais on a commencé avec un ancien cahier de charge, on ne savait pas que, machin. Il y a trop d'approximations, au fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les stades modernes, ce n'est plus comme en 1984 qu'on a organisé la CAN. Il ne suffit plus de monter des tribunes en béton, mettre une pelouse, 2 bancs de touche et des vestiaires pour organiser une Coupe d'Afrique. Les stades modernes ont tellement d'exigences que les finitions prennent plus de temps et sont plus minutieuses même que le gros œuvre. Donc, quand moi je vois aujourd'hui qu'on nous dit que le stade Félix Houphouët-Boigny est à 60%, je ne suis pas ingénieur ni spécialiste des BTP, mais honnêtement, le stade Félix Houphouët-Boigny, il est au stade où était le stade de Bouaké en 2020, que moi-même, j'étais à Bouaké et que j'ai vu un peu en 2020, c'est-à-dire au stade de la pose de la toiture. 3 ans plus tard, le stade de Bouaké même n'est même pas livré. D'accord. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus sur l'état d'avancement des travaux, Patrick Guité? Personnellement, non. Je me fie donc aux différents chiffres indiqués donc par l'ONS et par le COCAN également. Parce que vous savez, hein, le ministère également a fait un communiqué pour interdire toute visite. Alors, donc, vous n'avez pas une autorisation. Et même pour visiter les stades, vous ne pouvez pas y aller. Donc, c'est un peu compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il est inquiet, Nasser. Mais moi, je suis sûr qu'on sera prêt à accueillir la CAN parle de celui qui a participé à plusieurs compétitions où on a annoncé que voilà, les stades ne seraient pas prêts, etc. Mais finalement, on a pu jouer, je pense qu'on pourra jouer. D'accord, très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, concernant les infrastructures, à 1 an du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on poursuit notre joli programme. On est toujours dans Ça se passe chez nous et on y va pour Inside. Depuis 3 ans, la Fédération ivoirienne d'athlétisme a initié des séances de formation pour préparer la relève dans cette discipline. NCI Sport en immersion dans ces camps d'entraînement pour découvrir le travail qui y est fait. C'est un sujet réalisé par Yves-Boris Vey, Armel Yao et Hervé Kiessé.
Sur initiative de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, les camps d'entraînement de Noël ont pour vocation de préparer les jeunes athlètes à la compétition. Mais mieux, assurer la relève des Marie-Josée Talou, Muriel Laoré ou encore Arthur Sisségué. Cette année, ces séances de formation se sont étendues aux villes de l'intérieur telles que Boaké, San Pedro ou encore Dimbokro. NCI Sport s'intéresse à ce qui s'y fait. Aujourd'hui, ce sera plus technique des blocs. Okay? Comment positionner vos blocs, comment entrer dans les blocs, comment faire une mise en action, tout ça. D'accord? On va travailler. La première partie, ce sera sur la ligne droite, au départ de 100 mètres. Et après, on va travailler au virage de 200 mètres. Un mouvement rapide. Voilà. Ça, c'est bien. Tapez les cuisses, tapez vos cuisses. C'est depuis le 24 décembre que ces formations ont démarré. Nous allons aller à la rencontre de Kwame Lionel, enseignant à l'INJS. C'est lui l'instructeur de ce camp de formation. Coach, bonjour. Bonjour. Quel est le problème que vous avez décelé de façon générale chez tous ces participants? Alors, le problème, c'est tout naturel, c'est la coordination, c'est la technique. Ces enfants viennent de différents clubs, donc ils ont un entraînement vraiment différent. Donc, quand ils arrivent, on voit naturellement qu'ils ne sont pas coordonnés, qu'ils ont un problème de base, pose du pied, balancement correct des bras, le tronc bien droit. Donc, tous ces problèmes-là, nous allons essayer de les corriger. Mettez-vous à deux, celui qui place, il y a un qui place et un qui corrige. Et puis après, vous changez rapidement. Serrez les blocs derrière là, votre pied là, avec les câbles qui sont derrière, vous devez serrer ça. Pendant que les athlètes étaient en plein travaux avec leurs formateurs, ceux-ci ont reçu la visite du directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, M. Podassier. Quels sont les ateliers qui ont été définis pour travailler avec ces athlètes? Bon, ces ateliers, il faut dire qu'il y a plusieurs épreuves que nous développons dans ces pôles. Dans les différents pôles, vous allez trouver des lanceurs, des sauteurs, des sprinteurs, des demi-fondeurs et fondeurs. Dites-nous, quel est l'objectif visé à travers tout ça? L'objectif visé, c'est de pouvoir assurer la relève. Parce que lorsque nous sommes arrivés en 2017, nous avons abrité les championnats d'Afrique cadet junior ici à Abidjan. Et nous avons constaté que nous n'avons même pas de jeunes. Et lorsque nous sommes sollicités, par exemple par l'OASU qui travaille aussi avec les jeunes, nous n'avons même pas d'athlètes sous la main pour pouvoir aller à ces compétitions-là. Et donc nous avons calibré ce programme-là sur plusieurs années et nous allons faire l'évaluation véritable en 2032 parce que notre objectif c'est d'amener ces gosses-là au JO en 2032. Très assidu et concentré durant ces séances de formation, VI Marie-Ange, catégorie I-18, spécialité 100 et 200 mètres, nous donne ses impressions. Comment vous trouvez ces séances de formation? Ces séances de formation sont pas mal, sont très bons. Il faut dire aussi que si tu es ici, c'est que c'est déjà parce que tu fais bonnes choses déjà dans l'athlétisme. Parce que ces séances de formation, c'est un regroupement des meilleurs athlètes d'Abidjan. Son surnom américain, Coleman, son modèle. Qu'est-ce que vous avez amélioré dans vos courses depuis que vous participez à ces séances de formation? De garder la poussée, tête abaissée, à 40 mètres et me relever tout doucement et placer pour terminer la course. Séances de technique de bloc, séances de vitesse, séances d'endurance, séances de musculation sont les termes qui ont meublé ces 2 semaines de formation. Il est prévu un test d'évaluation pour couronner ce camp d'entraînement. Eh bien voilà, vous aurez des nouvelles de toutes ces disciplines sportives qui font véritablement la fierté de la Côte d'Ivoire. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On se retrouve dans un instant. On passera en mode basketball juste après. Et puis n'oubliez pas, interview exclusive et en direct avec Sébastien Haller. Ce sera dans quelques instants. Alors restez avec nous, à tout de suite. Et nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et bien ce soir, on passe en revue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Et non, il n'y a pas que du foot, il y a aussi du basket. Et en parlant de basket, il y a eu un petit remplacement basket sur ce plateau avec la sortie de Patrick Guité qui a été remplacé par le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Mahama Koulibaly. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci.
Bon, ben, bonne année. Hein. Merci, bonne année à vous également. Merci bonne beaucoup. Année à merci infiniment. Alors, on va parler basketball, hein, évidemment. Le week-end dernier s'est tenue la 4e journée de N1, donc le championnat national de basketball. On fait le point sur toutes les rencontres dans cet élément qui vous est proposé par Armel Yao. Après la trêve due aux fêtes de fin d'année, le basketball ivoirien a repris ses droits samedi et dimanche au Palais des Sports de Treichville pour le compte de la 4e journée de N1. Chez les hommes, commençons avec les universitaires qui continuent de faire sensation. Dans une rencontre engagée physiquement, les sociétaires de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody se sont imposés face à la formation d'Abi Snipers sur le score de 75-61, emmené par un William Babatunde des grands jours, auteur de 13 points, 12 rebonds et 4 passes. L'Abidjan Basket Club, qui était face au CSA Treichville, n'a pas eu fort à faire. Les protégés du coach Afi Anderson ont dominé de bout en bout cette rencontre avant de s'imposer 80-49. Un troisième succès d'affilée que les Abidjanais doivent à la belle performance de Stéphane Konaté, meilleur joueur de la rencontre avec 8 points, 10 rebonds et 3 passes. La rencontre Azur JCA choc de la journée a tenu toutes ses promesses. Dominateur d'entrée de jeu, les Azuréens, après avoir accroché le premier carton, 23-21, assistent à une remontée des Abidjanais qui renverse la vapeur au terme de la première partie de la rencontre. 38-39 pour la JCA. Au retour de la période d'oxygénation, Jonathan Laoré, 20 points, 9 rebonds et 1 passe, et ses coéquipiers tentent de revenir à hauteur de la JCA. Une réaction que Oussama Ibn Zaïd, 23 points, 9 rebonds et 4 passes, et les siens vont contrôler pour s'imposer au buzzer final sur le score de 77-73. Une 4e victoire en autant de sorties qui permet à la JCA de conserver son fauteuil de leader du championnat masculin. Du côté des dames, le CSA Treichville obtient sa première victoire de la saison. Opposées à la formation de NCA, les Treichvilloises n'ont pas tremblé. Les filles de Koulibaly-Lucien, malgré une mauvaise gestion du 3e quart-temps, remportent la rencontre sur le score de 70-54. Choc féminin de la journée, l'opposition FBA, SOA, a tenu en haleine le public du Palais des Sports. Après un premier quart-temps remporté par la FBA 19-17, les militaires reviennent à égalité à la pause 31-31 avant de prendre l'avance au score au terme du 3e quart-temps 43-46. Au dernier quart-temps, la FBA tente le tout pour le tout jusqu'à trouver la grâce à 10 secondes de la fin de la rencontre sur un coup d'éclat à 3 points de Flora Ouraga qui permet aux Siennes de remporter la rencontre sur le score de 61-58. Voilà, grosse 4e journée dans le championnat national de basketball. On a le président Mahama Koulibaly pour en parler. Alors président, je sais que vous êtes très fan de football. Au-delà du basket, évidemment. Hein. Oui. Et on avait une petite surprise. On l'a annoncé sur la page. Et je sais que vous serez très content de l'entendre. Eh bien oui, c'est notre éléphant. J'allais dire éléphant préféré. Je ne sais pas. Chacun y va de son petit, de son petit avis personnel. En tout cas, un de nos éléphants préférés, Sébastien Haller, qui est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Aujourd'hui, je suis sous le soleil de Marbella en camp d'entraînement avec Dortmund, donc tout va bien. Bon, on est content de vous avoir au téléphone. En plus, vous vous faites tellement rare dans les médias que c'est encore plus gratifiant pour nous de vous avoir ce soir en direct. Voilà, donc vous êtes à Marbella en Espagne pour un stage. Comment ça se passe là-bas ? Bien ? Très bien. C'est des sensations que j'avais pas eues depuis un petit moment, donc forcément ça fait du bien d'être là, de pouvoir juste être sur le terrain et de bosser un peu. Mmh. Alors Sébastien, vous nous avez fait quand même de grosses frayeurs avec cette maladie, cette grosse maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et comment vous avez appris ce cancer ? Alors, j'étais justement encore en camp d'entraînement en Suisse, peu après ma signature à Dortmund, donc ça faisait à peu près 2 semaines que j'avais signé, et je me plaignais d'une gêne au niveau de ce que je croyais être l'estomac,
Mais en réalité, c'était déjà le cancer qui s'était métastasé au niveau du canal lymphatique. Donc bon, j'ai senti qu'il y avait une petite gêne. J'ai demandé à faire une écho et à faire des examens, ce qui a été très très vite fait. Et le verdict est tombé 24 heures après les premiers examens. Donc forcément, ça a été un choc, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui m'entourent et qui me suivent. Donc voilà, ça a été un gros challenge ces 6 derniers mois, mais voilà, c'est du passé. Et on est très très content. Alors, vous avez suivi un traitement très lourd, hein, Sébastien. Vous pouvez nous dire en quoi ça a affecté votre quotidien? Que ce soit au niveau de l'entourage, vous, de vos activités. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, faut savoir que c'est une maladie qui est, on va dire, très connue. Malheureusement, c'est la maladie du siècle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a surtout des opérations, des séances de chimiothérapie et chimio, pardon. Et donc voilà, c'est des passages à l'hôpital de 5 jours répétés qui forcément font mal au corps, parce que c'est un traitement qui est assez, assez lourd comparé à d'autres maladies et qui affaiblit. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être très bien entouré. Je suis resté positif tout le long de cette convalescence, et donc ce qui a fait que j'ai pu revenir assez rapidement sur les terrains. Alors, bon, une maladie qui s'est déclarée, j'ai pas envie de dire au plus mauvais moment, mais voilà, un moment assez délicat, puisque vous veniez à peine de signer à Dortmund. Le club, il a réagi comment? Alors le club, il a été d'un grand soutien, étant donné que ce ne sont pas des choses qui arrivent très souvent dans le monde du football. Le club a été présent, il m'a donné toute l'aide nécessaire, tout le soutien nécessaire dont j'avais besoin. Et voilà, je leur en remercie, mais bon, ce ne sont pas les seuls. Je veux dire, que ce soit au niveau de la famille, des amis, des fans, le monde du football, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Français, que ce soit de par le monde, ça a été exceptionnel, et ça donne cette force supplémentaire pour pouvoir venir à bout de cette maladie très rapidement. Absolument. Alors, bon, bonne nouvelle, hein, et on le voit, vous avez l'air de vous porter beaucoup, beaucoup mieux, et on est super contents. Vous avez repris l'entraînement depuis quelques jours. Comment ça se passe? Vous êtes avec le groupe, vous vous entraînez à part? Comment ça se passe en ce moment? Alors, il faut savoir que pendant ma convalescence, j'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai été suivi par mon kiné qui m'a permis de garder un certain niveau de forme. Et grâce à ça, j'ai pu revenir avec le groupe directement depuis le 2 janvier. Donc, je m'entraîne avec eux, même si j'ai été écarté pendant 1 ou 2 séances peut-être. Mais sinon, tout le travail a été fait avec eux. Et j'ai juste hâte de retrouver les terrains pour les matchs officiels, et de pouvoir montrer ce que je sais faire à nouveau. Alors justement, vous vous donnez combien de temps pour revenir à la compétition? Très bonne question. Ça, c'est le corps qui dira quelles sont les limites. Tout ce que je peux dire, c'est que je m'entraîne bien. Je progresse de jour en jour. Forcément, il y a la fatigue qui est là, et il ne faut pas oublier que le corps vient de subir quand même quelque chose d'assez agressif. Donc, ça sera des discussions avec le staff médical, avec le coach, et si l'état de forme est là, si on pense que je peux être apte à aider l'équipe, alors à ce moment-là, je serai là, mais je ne me fixe aucune limite, et j'espère que ça arrivera très vite. Alors Sébastien, on a notre consultant en plateau, Nasser Eddy, qui est là et qui a une question à vous poser. Alors salut Seb. Je voudrais te dire déjà salut. Je voudrais te dire déjà pour commencer que personnellement, je suis à travers moi des millions d'Ivoiriens, et même au-delà très fier de ce que tu as accompli, et on te porte là dans le cœur, et reviens-nous très vite. On le sait, hein, tu as quitté les éléphants sur un sentiment un peu mitigé au sortir d'une CAN où ta prestation a fait beaucoup débat dans l'opinion publique et dans les médias ivoiriens. Est-ce que tu
tu as ça dans un coin de la tête et tu comptes revenir comme un revanchard ou non, tu te dis ça fait partie du cheminement et tu sais, tu as dans un coin de ta tête cette CAN qui arrive ici, chez nous, où tu vas vouloir te racheter? Alors, pour moi, j'ai rien à... Comment dire ça? J'ai aucun regret sur les moments que j'ai pu passer en sélection. Toutes les prestations, toutes les choses que j'ai pu faire jusqu'à présent avec l'équipe nationale, ça a été fait à 100% avec les moyens qu'on avait tous, que j'avais aussi à ce moment-là. Et voilà, peut-être que, et c'est sûr même que les prestations, j'aurais voulu qu'elles soient meilleures. On aurait tous voulu qu'elles soient meilleures. Et comme j'ai dit, moi le premier. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans le football. Et forcément, je repense beaucoup à cette CAN, là où je pense qu'on aurait mérité mieux. Mais voilà, si on n'est pas allé plus loin, il y a des raisons. Et à nous de faire en sorte qu'on puisse mériter mieux sur les prochaines échéances, pardon. Et sur la prochaine CAN, forcément, on y pense un petit peu, mais je dois vous avouer que sur les 6 derniers mois, c'était pas ma priorité. C'était surtout de pouvoir revenir à un niveau déjà acceptable. Et puis, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent, essayer déjà d'être au top niveau. On ne peut pas représenter la Côte d'Ivoire en étant sur une jambe ou en étant à 50% de ses capacités. Donc pour moi, le plus important, ça va être de revenir à un très bon niveau et de pouvoir bosser avec les coéquipiers, avec le coach et avec tout le monde pour pouvoir faire en sorte qu'on trouve le meilleur système et la meilleure formule pour que je puisse performer à 10 000%. C'est tout ce que je demande. Bon, merci beaucoup, hein, Sébastien. Vous êtes très occupé. Dernière question. Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Alors, mes ambitions, elles sont, on va dire qu'elles sont relativement simples. C'est vrai que après ces mois d'absence, ce que je veux absolument, c'est pouvoir revenir et me dire que voilà, je reste à un bon niveau. Que mon corps accepte cette charge de travail et que je puisse de nouveau être efficace sur les terrains, marquer, avoir un très bon sentiment et de bien préparer la CAN, que ce soit mentalement ou physiquement. Voilà, d'être bien prêt dans l'échéance d'ici 1 an. Mais avant ça, il va falloir que les 6 premiers mois se passent au mieux. Et voilà, on va dire que ça a été haché cette saison, mais j'espère bien la finir pour pouvoir commencer la saison prochaine et voilà, être à la maison pour faire une très très belle CAN. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Sébastien Haller. Merci pour votre disponibilité. Promettez-moi une chose, et promettez quelque chose à tous les Ivoiriens, que dès que vous arrivez à Abidjan, vous venez nous faire un petit coucou sur le plateau de NCI Sport. On va essayer. Le temps ne joue pas en ma faveur, mais on va essayer. D'accord. On vous souhaite un prompt rétablissement. Et on vous attend ici, merci, très rapidement. Excellente soirée, Sébastien Haller. Merci. À vous aussi, au revoir. Allez, et bien voilà, c'était Sébastien Haller, donc en direct, de Marbella en Espagne, et on est super content de le voir en forme. Voilà, ça fait très plaisir. Allez, on a le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly, qui est avec nous. Président, on va juste marquer une toute petite page de publicité. On se retrouve juste après, et là, on parle du championnat de N1. À tout de suite. La dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Si vous venez d'arriver, sachez qu'il y a quelques instants, on était en compagnie de Sébastien Haller, qui a tenu à faire un cadeau à l'un d'entre vous. Voilà, juste après l'émission sur la page Facebook de NCI, eh bien, nous allons vous poser une question. Si vous y répondez correctement et que vous êtes tiré au sort, vous repartirez avec ce super maillot de Sébastien Haller, un vrai maillot des éléphants, donc de Sébastien Haller, dédicacé, que vous pourrez venir
récupérer lundi prochain sur le plateau de NCI Sport. Allez, on revient avec le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Mahama Koulibaly. Alors, on l'a vu, hein, et on le disait un petit peu plus tôt, la N1, on est à sa 4e journée. Qu'est-ce que vous pensez du niveau des équipes de cette saison? Oui, merci. Je pense que le niveau est meilleur parce qu'on a 2 équipes venues de la seconde division qui bousculent déjà la hiérarchie. À la 4e journée, on voit un match de qualité JCA Azur qui était vraiment d'un bon niveau. Et on pense que la suite va vraiment donner quelque chose d'assez important. Et c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le public et c'est bon pour la fédération en termes d'organisation qualitative qu'on va mettre en place parce que cette année, il y aura quand même pas mal d'innovations. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes qui peuvent créer la surprise, justement, cette saison? Parce qu'on a l'habitude quand même de voir les mêmes équipes en haut du tableau, ABC, SOA. Vous savez, j'aurais souhaité, parce qu'en sport, on dit l'incertitude est facteur de rentabilité. Si on sait que ce sont les mêmes 4, ça manque quelque chose. Mais bon, évidemment, si on veut être techniquement sportif, de façon réaliste, je pense que les 4 équipes qui étaient au top, à 80% vont se retrouver là où il faut. On verra bien si je me trompe. Mais bon, je souhaiterais qu'il y ait des surprises pour que ça crée beaucoup plus d'engouement. Absolument. Alors, en parlant de l'ABC, l'ABC est qualifié pour la balle. L'ABC qui est la première équipe, enfin, qui est le premier club ivoirien donc qualifié pour la phase finale de la balle. Est-ce que la fédération a accompagné le club pendant les qualifications? Oui, totalement. Je pense qu'on peut être fier de cette performance parce que l'organisation de cette fenêtre ici est la conséquence du travail de la fédération. Donc, on était garant moral et matériel de cette organisation. Évidemment, lorsqu'on a une fédération, il faut permettre au club de s'exposer en faisant le job en arrière-plan. Je pense que j'en dirai pas plus. On a fait un excellent travail d'accompagnement. L'ABC le sait et tout le monde le sait. Et on a été pour que chacun apprenne à gérer également un événement, mais pour que on n'est pas la compétence seulement qu'au niveau de la fédération. Il faut que les clubs soient capables d'organiser des événements avec l'appui de la fédération. D'accord. Et donc, maintenant que... Oui. Et maintenant que l'ABC est qualifié, qu'est-ce que la fédération va faire? Évidemment, la fédération fera son job, c'est-à-dire qu'il y a une part de responsabilité, c'est d'accompagner institutionnellement l'ABC, c'est de faire tout ce qu'il y a à faire en termes de lobbying, et puis de permettre aux clubs de pouvoir se mettre en valeur, parce qu'on est comme un État, il faut que les clubs, en termes d'organisation, prennent le lead, et que derrière, on assure les arrières pour que l'image de la Côte d'Ivoire qui va, je vais dire au niveau international, soit vraiment bien défendue. L'ABC jouera la phase préliminaire avant d'aller à Kigali. Je pense que tout va bien se passer. Donc, à cet effet, à ce niveau, la fédération sera aux côtés de l'ABC. D'accord. Ouais. Alors, Président, en arrivant à la présidence de la FIBB, vous aviez mis l'accent sur la démocratisation du basket sur tout le territoire ivoirien. Aujourd'hui, quel bilan est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on joue au basket partout? Jacquesville, Agboville, si on va un peu plus loin, Bouaké, Korogo et toutes ces villes de l'intérieur du pays? Oui, on est vraiment satisfait de cela parce que moi, mes vacances, je les passées en Côte d'Ivoire. J'étais content de voir des parquets, des panneaux de basket dans toutes les cours, dans toutes les maisons, dans tous les quartiers. Et il y a vraiment du basket un peu partout. Et donc, c'est pour cela la politique de ligues qui vont être développées, on va continuer à le faire. Et d'ailleurs, cette année, de façon exceptionnelle, les finales jeunes nationales vont se jouer dans une des villes de l'intérieur pour continuer cette démocratisation, ce basket à l'école, ce basket dans les 14 régions de Côte d'Ivoire. Et notre rêve, c'est d'avoir, dans quelques années, dans les 14 régions, des salles couvertes pour créer le tourisme sportif. Parce qu'il faut qu'on arrête de jouer à Abidjan. Nous, il serait intéressant qu'on puisse avoir une salle couverte à Korogo, à Mans, à Bondoukou et à Bangourou, pour qu'on délocalise mieux les compétitions. Donc, je pense qu'on est dans cette voie. Oui, mais Président, ça me permet de rebondir au fait sur le volet des infrastructures. Donc, évidemment, pour pouvoir jouer au basket partout dans la Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait de bonnes infrastructures un peu partout. Aujourd'hui, à part peut-être le Palais des Sports, en grande majorité, sur l'ensemble du pays, on joue au basket à l'air libre sur une surface en goudron. Voilà, c'est ça. Alors que ce n'est pas l'idéal. L'idéal serait un parquet en bois comme au Palais des Sports. Et même le Palais des Sports, ce matin, je voyais des publications sur les réseaux sociaux. On a un parquet qui est en état de détérioration très, très avancé. Comment vous gérez
cette carence en infrastructure au niveau de la Fédération ivoirienne de basket? Vous savez, on n'a plus une politique de motivation ou bien de plaidoyer auprès de l'État. Parce qu'on ne va pas réinventer la roue. En France, 80% des infrastructures appartiennent à l'État. Vous prenez la Tunisie, le président Abou Beidiba a mené une action révolutionnaire de stade de proximité. Donc, il faut que l'État fasse ce travail. Parce qu'une infrastructure de basketball, c'est dans 3 millions d'euros à peu près, de qualité. Donc, c'est à l'État de faire son job. Nous, on ne fait que démocratiser, créer de l'engouement et susciter l'intérêt auprès de l'État de prendre cette responsabilité pour qu'on ait des salles de qualité, pour qu'on puisse avoir des joueurs de qualité, qu'on ait un championnat de qualité pour créer une économie locale. D'accord. Alors, Président, on va parler de l'équipe nationale, une équipe nationale qui a un excellent bilan. 21 victoires, 1 défaite depuis janvier 2020. Pourtant, on a vu dernièrement que vous avez changé de coach et d'encadrement technique au profit du coach Dejan Prokic. Pourquoi ? Oui, je pense qu'on a fait une belle conférence de presse pour vous le dire. Il y a eu une défaillance, une absence du coach principal, pour des raisons qu'on a expliquées. C'est juste la raison, parce qu'il était important qu'on ait la dernière fenêtre à Abidjan, et pour laquelle le coach principal n'a pas pu être là. Et il s'est trouvé que le coach assistant était tombé malade, et malheureusement, on avait souhaité que ce soit le 3e coach. Nous avons décidé de prendre le coach d'un certain niveau par rapport à celui qui était absent. Et vu les performances de ce coach, vu les conditions, vu le contexte, nous avons décidé de façon souveraine de garder ce coach-là dans la vision fédérale et dans l'objectif de garder le cap que nous avons maintenu. Donc je pense que c'est dans l'ordre des choses. Lorsqu'on dirige une institution, qu'on prend des responsabilités assez importantes. Mais le plus important, c'est de pouvoir garantir les résultats et le standing que l'équipe nationale a. Et donc, ça, on pense qu'on est assez tranquille, on a toute une belle planification. Mais, Président, excusez-moi de vous interrompre. Vous préférez donc changer un coach qui a quand même un bilan de 20 victoires, puisqu'on enlève la dernière victoire, 20 victoires, parce qu'il n'a pas été là, ce qui n'est pas quelque chose qui ne s'est jamais vu. Oui. Pour mettre un nouveau coach qui a un palmarès un petit peu moins important, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas, Président. Peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas. Sinon, non, on est plusieurs. On est très nombreux à ne pas comprendre. Je veux vous dire que la responsabilité d'une fédération, en fonction des valeurs et de la charte de la fédération, c'est plus important qu'une analyse subjective ou partielle sur un résultat. Nous vous avons expliqué à tout le monde que le coach a été absent sans raison justifiée. C'est une absence de poste. À partir de là, on a pris nos responsabilités pour avoir un coach qu'il fallait. Et ensuite, sur la dernière fenêtre, si vous analysez sportivement, il n'y a personne qui peut reprocher quoi que ce soit à ce match qui s'est joué. Donc, à partir de là, on fait ce qu'il y a à faire. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on reste sur l'analyse de la programmation, de la planification de ce qu'il y a à faire, parce que je pense que cette petite crise est derrière nous. Et nous allons avoir une fenêtre bientôt, et on verra bien comment les choses vont se passer. Quels sont les joueurs qui iront à cette fenêtre de février ? Écoutez, je ne suis pas l'entraîneur, madame. Le plus important, la fédération est une institution qui respecte des principes de sélection, selon un timing et selon un contexte, je veux dire, de citoyenneté et de responsabilité des acteurs. Le 24 au 26, les meilleurs joueurs de Côte d'Ivoire seront sélectionnés pour participer à cette compétition. Donc ce sont les joueurs locaux qui iront, qui participeront à cette... L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des joueurs qui semblent les meilleurs sur le territoire national et international. Ce sera vraiment fou d'oublier ceux qui ont construit cette équipe. Je pense que ce sera irresponsable de nous, de notre part. Qu'a fait un joueur pour ne pas être convoqué s'il est compétent? Donc, tous les joueurs les plus compétents seront convoqués. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Et je pense qu'ils sont dans la dynamique de permettre à la Côte d'Ivoire d'aller loin parce que l'objectif, c'est de faire le meilleur résultat possible à la Coupe du Monde. Et donc, ça va commencer à partir de la fenêtre du 24 au 26. Et donc, on ne va pas à la Coupe d'Afrique pour faire la place à des joueurs locaux. On va pour renforcer la capacité de l'équipe à atteindre ses objectifs à moyen terme. Vous nous dites qu'on aura les Costello, les Moularé, tous les joueurs qu'on a eu l'habitude de voir. Si vous ne le savez pas ou si vous le savez, Costello et Poitres jouent dans une ligue internationale qui sont impossibles d'être présents.
On l'a fait plusieurs fois. Donc, la majorité des joueurs qui n'ont pas de contraintes administratives ou sportives seront convoqués. La suite est de leur responsabilité de venir participer à la compétition parce qu'ils n'ont pas passé 1 an et demi à faire de la compétition et pour ne pas aller à la Coupe du Monde. Ce sera vraiment irréaliste. D'accord. Dernière question, Président. Qu'est-ce qu'il en est du dossier Mobamba? On vous voit beaucoup communiquer autour de Mobamba. Est-ce qu'il va venir jouer pour la Côte d'Ivoire? On va dire wait and see parce qu'on travaille pour ça. On travaille pour ça et Mobamba est dans la dynamique de participer à la Coupe, au Mondial. Mais vous savez, il faut qu'on attende parce qu'il est à une 4e année décisive pour passer à un autre cap. Mais je pense que dans son esprit, il sera là. Mais le reste dépendra de son contrat de travail, de tout ce qui est comme contexte. Mais quels sont les obstacles aujourd'hui à le faire venir? Le seul obstacle, c'est sa volonté, c'est son travail. Je pense qu'à partir d'une période très proche, on vous confirmera. Moi, je préfère avoir... Donc, il veut ou il ne veut pas? Forcément, il veut. Mo est prêt à venir pour l'équipe nationale. On attend les derniers détails. Et je préfère être très précis quand je donne les informations quand il sera là. Ouais. Mais pour finir, pour parler de Coupe du Monde, quels sont les objectifs que vous allez assigner à cette équipe-là à la Coupe du Monde? Tout à l'heure, on a vu le président Idriss Diallo qui a hésité à donner un objectif fixe aux éléphants au CHAN. Vous, est-ce que vous avez un objectif précis pour nos éléphants? Oui, nous, on a une ambition. On a une ambition. L'ambition, c'est de se qualifier pour les JO directement. Donc, c'est d'avoir le meilleur ranking qu'aucune équipe africaine n'ait réussi, c'est-à-dire se retrouver le plus loin possible. Donc, on travaille pour aller aux JO 2024. Donc, c'est pour cela, ça commence déjà à partir de la fenêtre de février. Et donc, je pense qu'on est dans cette dynamique. À partir du 7, déjà, nous avons le regroupement à Abidjan, 7 juillet. Et ensuite, on aura un tournoi international à Abidjan du 14, 15 et 16 à Abidjan. Et ensuite, l'équipe aura à peu près 40 jours dans un pays européen pour pouvoir justifier l'objectif d'être la meilleure équipe africaine au mondial. D'accord, merci beaucoup, Président. Allez, on va passer au dernier élément de cette soirée. De Milan à Barcelone, Franck Kessié est passé de titulaire indiscutable à remplaçant. Une situation incomprise par les fans et les observateurs avertis. Comment le milieu de terrain vit-il cette situation? Eh bien, suivons cet élément réalisé par Eustache Niaba. 22 mai 2022, l'AC Milan signe son retour au sommet du football italien en remportant le titre de champion. 11 ans après leur dernier scudetto, les rossoneri retrouvent le goût du sacre en Serie A. Ce retour au premier plan, le club lombard le doit à un groupe de joueurs qui, durant toute la saison, a tenu tête aux autres prétendants. Parmi eux, Franck Kessié. Arrivé à Milan en 2017, le milieu de terrain ivoirien a brillé durant les 5 saisons qu'il a passées en Lombardie. C'est un nouveau challenge et on a besoin de temps. C'est une nouvelle langue, un nouveau pays, un nouveau championnat, donc il y a beaucoup de choses déjà à relever. Et je pense que petit à petit tout rentrera dans l'ordre et pour l'instant avec les coéquipiers ça se passe super bien, avec le staff, avec tous les dirigeants. Donc, et je suis aussi heureux de faire partie de cette famille. Et avec le travail tout est possible. Donc continuerai de travailler, de donner le meilleur de moi et puis bon, prier le bon Dieu surtout pour que tout aille bien. Certes, il y a des talents à tous les niveaux dans un effectif comme celui du FC Barcelone. Mais personne n'avait parié que l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan serait régulier sur le banc des Blaugrana. Après, aujourd'hui, c'est plus facile de dire Milan, qui était une marque. Mais ce que les gens ignorent ou ce qu'ils oublient, c'est que les premières années au Milan ont été aussi difficiles. Donc, c'est comme ça partout. Quand tu arrives quelque part, il y a un temps d'adaptation. Et avec le travail, comme je dis toujours, il n'y a rien d'impossible. Côté milanais, tous les dirigeants, tout le staff m'ont beaucoup accompagné, ils m'ont fait grandir. Et là, c'est l'heure d'un nouveau challenge et je fonce droit pour donner le meilleur. Finalement, Franck Kessié a-t-il fait le bon choix en signant à Barcelone? Ils sont nombreux ceux qui répondent par l'affirmative. Qu'en pense l'intéressé? Je ne vois pas un joueur qui n'aspire pas un jour d'être dans ce genre de club. Surtout qu'en Italie, j'avais déjà prouvé, comme vous l'avez souligné.
où j'ai toujours l'ambition de partir chercher ailleurs, d'aller m'imposer aussi dans un autre pays, dans un autre championnat. Donc c'est un défi qui m'est personnel et je pense que j'ai toutes les capacités de pouvoir le réussir. Et on va travailler et on va continuer de bosser et puis bon, on va conquérir aussi des fans là-bas. Le jeu d'aujourd'hui, personnellement, ça va et je rien de nouveau, si je peux dire ça. Là, ça va, je suis en condition et je continue de travailler individuellement. Désireux de renforcer son milieu de terrain pour la seconde partie de la saison, Tottenham multiplie les pistes. L'une d'elles mènerait à l'Ivoirien. Selon des médias européens, le club londonien aurait approché le Barcelone pour connaître sa volonté de lâcher son milieu de terrain. Ma tâche sur le terrain est... J'ai un contrat bien défini au Barcelone. Le contrat, c'est un contrat de 4 années. Donc, je crois que c'est des rumeurs et c'est comme ça existe dans le foot. Il y a des journalistes, il y a la presse et il y a beaucoup de médias qui en parlent. Ils font vendre leurs journaux. Mais en ce qui me concerne, j'ai un contrat de 4 ans au Barcelone. Donc, je suis à 5-6 mois. Donc, il me reste encore 3 ans et demi. Donc, je suis sur cette feuille du Barcelone. Partira, ne partira pas. Franck Kessié n'a pas le temps de cogiter sur son avenir. Ce qui compte pour lui, c'est d'inverser la courbe et de s'installer véritablement dans cette équipe du Barça. Et voilà, Franck Kessié qui a joué hier et on est un petit peu soulagé quand même. Oui, effectivement, mais moi ce que je retiens de ce reportage-là, c'est son état d'esprit. Il est vraiment positif. Voilà, il l'a dit lui-même, il a commencé pareil, un peu en difficulté du côté du Milan. Il est positif et c'est un gagneur et il y arrivera. Exactement. On lui envoie tous nos encouragements et tout notre soutien. Allez, merci beaucoup, Président. Merci Nasser. Merci à Patrick Guité. Merci à vous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Prochain rendez-vous de NCI Sport, c'est lundi prochain et ce sera encore à 20h30. Et allez sur la page Facebook si vous avez envie de remporter le maillot de Sébastien Haller, dédicacé en plus. Allez, on vous souhaite de passer une excellente soirée et à lundi prochain. Bye bye.